Très bien, donc bonjour à vous. Donc aujourd'hui on va continuer le chapitre le perceptron de couche qu'on avait vu lors du cours précédent et de la vidéo précédente, comment est construit un réseau de neurones. On avait vu que en fait un réseau de neurones c'était une couche d'entrée, une ou plusieurs couches cachées qui comportait donc une sommation des entrées et de régresseurs finis multipliés par les poids élevés d'état 1, qui donnait donc cette force, comme on avait vu lors du chapitre précédent pour le neurone simple. Pour le neurone simple, s'ensuit donc le passage par la non-linéarité qui est donnée ici par la fonction kappa, puis donc la couche de sortie qui en fait combine les sorties de la couche cachée ou de la dernière couche cachée, qui doit être dure, via un vecteur de poids et de θ2 et une combinaison linéaire ou une combinaison avec une fonction simultanée. Très bien. Donc voilà la notion de réseau qu'on avait vue, et on avait vu que le perceptron multicouche, en fait, c'est ce type de réseau. Donc ça, c'est un perceptron monocouche, ceci est un perceptron multicouche, si et seulement si la version plutôt la fonction d'activation linéaire kappa est de type sigmoïdal, donc d'un coup sensible. Très bien. Donc bien sûr, on avait vu aussi le régresseur phi, quelles étaient les principales versions, les principales formes de régresseur phi et leurs implications sur la topologie du réseau. Très bien. Donc avant de continuer plus loin, de voir comment on fait l'apprentissage d'un réseau de neurones qui, bien sûr, a été déjà construit sur la base de la connaissance a priori du domaine ou des données en notre possession. Donc avant de voir ça, on va essayer de parler un peu de la théorème de Siboncourt, que je cite souvent. Pourquoi? Parce que c'est un théorème très très important, en fait, qui stipule, qui dit que une construction qu'on va voir en forme de cette construction peut approximer n'importe quelle fonction. Non. Très bien. Donc je vais, d'abord on va citer le théorème de Siboncourt. D'après le théorème de Siboncourt, on a soit une fonction f, on va poser si vous voulez, les axiomes mathématiques du théorème. Donc soit une fonction f, fonction continue, bornée et monotone. Rappelez-vous bien de cela, continue, bornée et monotone. Soit IP donnant l'hypercube 0,1 puissance P. L'hypercube, c'est quoi? En fait, je transfère comme je vois un hypercube de 0,1, en fait, c'est l'intervalle dans lequel se trouvent les entrées. Donc, soit un intervalle de 0,1. Prendre un intervalle de moins 1, 1, à gauche. Et prendre un intervalle de 0,1. Si toutes mes entrées sont dans cet intervalle, circonscrit, qui soit formé, les dimensions P, P c'est la dimension des entrées. 1, 2, 3, 4, P. L'espace de la fonction continue sur IP est donné par CIP. Cette fonction, formée monotone, doit, l'espace d'erreur, il est donné par CIP. Alors si F appartient à CIP, si F, si vous voulez, elle appartient à cet espace, et epsilon supérieur à 0, si on prend epsilon supérieur à 1, il existe un entier M, on va définir, parce que c'est M, et un nombre de constantes réelles alpha i, bêta i et w i j, où i égale 1 jusqu'à n, tel que. Et là, c'est, si vous voulez, la principale équation sortie du théorème de Siboncourt. Donc là, l'équation 3.7, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, si on a tout ça, on a f',
plutôt f estimé de x1, xp, d'entrée. Bon, le vecteur d'entrée, ça c'est la dimension d'entrée. F estimé x1 jusqu'à xp égale, ça se voit pas très bien sur votre PDF secondaire, la somme des i égale 1 jusqu'à n, alpha i, f qui est cette fonction coordonnée au continu monotone, f de la somme des j égale 1 jusqu'à p, wij, xj, bêta. Donc allez, je vais me mettre ici. Donc j allant jusqu'à p, c'est le nombre d'entrées, dimension du vecteur d'entrée, la matrice d'entrée. Et on va voir. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a wij fois xj. Xj, ce sont les entrées. x1 jusqu'à p. Donc je vais aller ici. Alors, on va mettre un peu moins. Et on y va. Donc qu'est-ce qu'on a? On a x1. Vous excusez le dessin, c'est pas très facile. La souris, x2 jusqu'à xp. Très bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Sylvain-Cohn? Donc on a x1 jusqu'à xp multiplié par wij. D'accord? Je vais essayer de fabriquer cette somme. Multiplié par wij. Alors, ça c'est les entrées. Donc, on va voir. Voilà. Bien. Vous excusez. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir. Donc, un fois ici, W à 1. On a le V4, le V11. D'accord? W de 1. W de 1. W. P. Allez. Ceci donnant lieu à quoi? Donnant lieu et on va mettre donc là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir. Voilà, très bien. On va voir une sommation. Puis on va voir. Donc, cette sommation va aller vers quoi? Vers ma fonction. Qui est sinusoïdale. Bien. Et puis on va voir donc si la première sortie, comme ça. Ah, j'avais oublié quelque chose. On va le pied. Bêta I, donc là.
Donc ceci, en fait, si je reviens à mon explication, ça va être WIJ fois XJ moins bêta I. Donc on va voir, et ça va de J égale 1 jusqu'à P. On va le faire pour tous les J, donc J égale 1, 2, 3, et pour tous les I. Les I qui vont de 1 jusqu'à M. Très bien. Bien. Et je refais la même chose. Donc, voilà, j'apprends à mieux dessiner avec mon outil. Très bien. Mensuration. Et puis, je fais tout ça pour les autres. Tous les autres neurones. De ce qu'on va appeler les autres neurones de la couche cachée. Et pareil, on peut voir. Très bien, donc on va voir toutes les sorties qui sont comme suit. F et donc on va voir le sortie. Donc, ça c'est le débat. Et très bien. Donc si je reviens à mon équation, je vais obtenir, en fait, ce que j'ai fait là, j'ai fait tous les J allant de 1 jusqu'à P, WIJ, XJ, pour J allant de 1 jusqu'à P, et I allant de 1 jusqu'à M. Maintenant, une fois qu'on a donc schématisé cette partie d'équation-là, tout ceci, cette somme, mon bêta, va passer par les différentes fonctions de M. Ce qu'on a fait ici, on va voir les différentes fonctions. Et là, on aura les sorties intermédiaires que je vais appeler Très bien, donc une fois qu'on a eu tout ça, on va schématiser la deuxième partie de cette équation. Donc une fois qu'on a toutes nos sorties pour chaque I, alors jusqu'à M, toutes les sorties intermédiaires, ces sorties de l'intermédiaire, c'est les sorties de fonctions f, fonction bornée continue montagne, qui doivent par ailleurs être les mêmes pour tous les cas. Pour tous les i allant de 1 jusqu'à n. Ces sorties vont être multipliées par alpha 1, 3, jusqu'à alpha n.
sommation. Ça, c'est une sommation. Une sommation de quoi? Multiplié par quoi? Là. Alpha. C'est facile. Je multiplie grec. Et donc, on va perdre du temps à évaluer. M. Donc, tout ceci, toutes ces sorties vont être multipliées par alpha 1, alpha 2, alpha n, sommées, et puis on va avoir une sortie y estimée. Parfait. Qu'est-ce que ceci vous rappelle? Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Très bien. Ceci n'est autre qu'un perceptron monocouche. Ceci n'est autre qu'un perceptron monocouche à M, avec M neurones dans la couche cachée. Voilà. Donc en fait, si je reviens au cours, que donne cette équation? Cette équation, en fait, elle me donne, me représente qu'un réseau de neurones de ce type, c'est-à-dire un réseau de neurones de la figure 3.1a, en mettant une condition sur kappa et une condition sur les entrées. Les entrées doivent être formées dans un espace de dimension 0,1, la fonction P est formée entre 0,1, et la fonction kappa doit être une fonction continue. Donc, si cette fonction est donnée par le sigmoïde, vous avez le sigmoïde à la tangente sigmoïdale, qui est une fonction continue, donc Newton, le théorème de Sippenko, en fait, il représente un perceptron monocouche. Parfait. Donc, un perceptron monocouche n'est autre que ne représente que le théorème de Sippenko, et d'après le théorème de Sippenko, peut approximer n'importe quelle fonction non linéaire. N'importe quelle fonction non linéaire. Donc, quelques remarques. Tangente sigmoïdale, comme je l'ai dit, l'oxygénation c'est des fonctions Newton. L'équation 3.7 décrit un nombre très P et une seule couche cachée de n neurones. Donc, réseau monocouche. La couche cachée I a les poids synaptiques W1, W2, WIT et les biais pétales. La sortie du réseau est une combinaison linéaire des sorties correspondantes aux neurones cachés avec des poids alpha 1, alpha n. Le théorème de Sippenko est un théorème d'existence. Voilà. Là, il faut réfléchir un peu. Et donc vous avez le choix ou de prendre le théorème de Sippenko comme clé, puisqu'il n'a pas encore été prouvé mathématiquement impraticable pour certains cas. Donc si vous arrivez à prouver que le théorème de Sippenko ne marche pas dans certains cas, vous aurez sûrement votre doctorat tout de suite, mais peut-être vous pourrez conclure pour le prix Fields des mathématiques ou autre. Mais pour l'instant, le théorème est considéré comme vrai. Et donc, ses conséquences sont énormes. Le perceptron monocouche peut approximer n'importe quelle fonction linéaire. Maintenant, si vous n'arrivez pas à approximer une fonction quelconque, ce n'est pas la faute du théorème de Sippenko. C'est que vous n'avez pas les données ou vous n'avez pas les prérequis ou les axiomes du théorème de Sippenko ne sont pas respectés. Voilà. Donc en pratique, le théorème de Sippenko est un théorème d'existence parce qu'il ne précise pas le nombre de neurones de la couche cachée, il ne précise pas les valeurs des poids et des biais de WIJ et bêta I, et alpha aussi. Donc tout ça, c'est à vous de choisir, de les trouver, de les choisir. C'est-à-dire, comment les trouver, comment les choisir, ceci est une autre question. On va y répondre quelque part. Mais, ceci dit, donc, si vous avez assez de neurones, donc si vous avez un nombre M qui correspond
à la complexité du problème à modéliser ou à classifier. Et si vous avez les bons points et pieds, vous pouvez approximer n'importe quel fonctionnement. Donc en pratique, le théorème Zeta reste vrai pour plusieurs couches cachées de neurones. Donc s'il est vrai pour une couche, il est vrai pour plusieurs couches. Pourquoi plusieurs couches? Parce qu'il est plus profitable, dans certains cas, par rapport au même commun, de prendre ou d'avoir plusieurs couches. Avec le deep learning, la question ne se pose même plus, et on considère que les réseaux profonds peuvent être beaucoup plus profitables que les réseaux dits classiques à 2 ou 3 couches. Bon, bien sûr, c'est problème dépendant, et puis pour des problèmes de très très haute dimension, de multimodalité dimensionnelle, si vous voulez, les réseaux de neurones profonds s'imposent comme une solution pratique. Et donc, le choix de une ou plusieurs couches ne se pose pas. Toutefois, bon, quand Sibinko en 1989 a sorti son théorème, la question d'une ou deux couches se posait, une ou deux couches cachées. Doit-on utiliser une couche, doit-on utiliser plusieurs couches, etc. Bon, il peut être plus profitable d'utiliser plusieurs couches. Bon, imaginons que bon, les deux configurations, si on a à données égales, peuvent trouver à peu près le même résultat. Mais imaginons qu'on ait un problème, qu'on ait des données, et qu'on peut les modéliser ou régler le problème avec un perceptron monocouche qui contient dans sa couche cachée, c'est le nombre M, il contient une centaine de neurones. Et si le même problème, vous essayez, vous mettez deux couches, et puis le même problème, vous arrivez à des résultats équivalents, c'est-à-dire des erreurs d'apprentissage et de validation qui sont à peu près équivalents dans les ordres de grandeur que vous décidez aller voir, 10,4, 6, peu importe. Et si vous arrivez à avoir le même résultat avec, par exemple, dans la première couche 20 neurones, dans la deuxième couche 40 neurones, ça fera un nombre total de neurones de 60 qui est inférieur au nombre de neurones de 100. Ceci peut être plus profitable. Vous allez le payer en termes de, par exemple, de mise à jour, d'apprentissage, parce que c'est deux couches au lieu d'une, mais dans l'ensemble, vous allez avoir moins de neurones, vous allez utiliser moins de neurones que pour le premier cas. Donc dans certains cas, c'est plus profitable d'avoir plusieurs couches. Donc on avait déjà vu cela, dans le chapitre précédent, quand on a parlé de problèmes de classification et de non-séparabilité linéaire. Donc, je vais juste rappeler en fait l'avantage de une ou deux couches. Voilà. Là, c'est ce qu'on a. Donc, voilà. Un neurone ou deux neurones, s'il vous plaît, bon là, c'est peut-être deux lignes. Donc, deux neurones ou un petit réseau. Donc, ça c'est, ici, on a le réseau le plus simple, ça veut dire un réseau à une seule couche cachée avec deux neurones dans la couche cachée derrière un neurone qui sorti. Donc, ça implémente des limites séparatrices. Donc, ici, vous voyez que la première couche, en fait, elle délimite directement les limites de problème de classification à deux dimensions. Là, si on a deux couches, on va avoir donc plusieurs lignes, plusieurs droites, c'est-à-dire des limites linéaires qui vont, elles, être combinées dans la deuxième couche. On va les combiner dans la deuxième couche pour pouvoir trouver une forme. Pour pouvoir classer un cluster qui se utilise. Donc, bien sûr, si on va plus loin dans les couches, donc s'il y en a ici une configuration à 3 couches cachées, donc vous voyez qu'on peut obtenir si vous voulez, des formes ou des délimitations beaucoup plus complexes. Voilà. Donc là, c'est juste pour rappeler le principe.
caractéristiques locales, en fait, sont extraites dans la première couche cachée. D'autres termes, la première couche partitionne l'espace d'entrée en régions avec des séparations linéaires, étroites. Il s'ensuit un apprentissage de caractéristiques locales. Donc, les caractéristiques globales sont alors extraites dans la seconde couche cachée, où les neurones de cette dernière combinent les sorties des neurones de la première couche qui opèrent autour d'une région de l'espace d'entrée, construisant des caractéristiques globales de cette région et produisant des zéros pour le reste de l'espace d'entrée. Donc j'explique ceci. Donc, si on a plusieurs couches, voilà, dans la deuxième couche, on peut se focaliser, par exemple, sur les résultats de cette première partie, si on avait le neurone ici, on peut se focaliser sur les résultats de cette partie, là, et ne pas regarder les résultats de cette autre partie, en mettant ici des poids nuls, par exemple, ou très faibles. Donc ce neurone-là, ses sorties, ou sa sortie, ne peut être affecté que par un certain nombre de neurones que j'aurais choisi, soit par apprentissage, soit par intuitivement, si vous voulez, quand le problème est simple. Voilà. Et pareil pour celui-là, je peux, c'est-à-dire occulter les sorties de ces quelques neurones et puis maximiser l'effet de ces neurones. Voilà. En mettant les poids des neurones dont je ne veux pas d'influence à 0 ou 0,5. Donc ce neurone-là va se focaliser quelque part, ce neurone-là va se focaliser quelque part. Bien sûr, je n'ai besoin d'une autre couche, ou la dernière couche, pour pouvoir combiner tout et avoir un résultat. Donc voilà à peu près, si vous voulez, le dilemme en une couche identique. Si vous prenez une couche, vous allez devoir traiter le problème dans son ensemble comme un problème de classification globale. La couche va globalement régler le problème. Et une détérioration quelque part, ça veut dire une détérioration dans la sortie de quelques neurones, va affecter la sortie globale. Parce que tout le monde, si vous voulez, déverse dans la couche, dans la couche sortie, dans la couche combinatoire. Maintenant, si vous avez plusieurs couches, ça va être un apprentissage local, où chaque partie peut se focaliser quelque part, plus tard, recombiner un autre prise, etc. Donc voilà, plusieurs couches peuvent régler des problèmes beaucoup plus complexes. Et c'est le principe en fait du deep learning, sauf que le deep learning, il y a, si vous voulez, avant d'arriver à la couche décisionnelle d'apprentissage, il y a, si vous voulez, un déblayage de terrain où on va chercher les caractéristiques, etc., pour que justement cette combinaison multidimensionnelle de couche en couche soit faite d'une manière plus aisée, plus rapide et plus très bien. Donc je pense qu'avec ça, on a compris à peu près les avantages qu'on peut avoir pour tirer d'un perceptron monocouche, multicouche. Et on sait maintenant, pertinemment par le théorème de Sipelko, qu'on peut, si vous voulez, on peut modéliser n'importe quelle fonction. Très bien. Parfait. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, on va utiliser donc le perceptron multicouche, le perceptron là, pour pouvoir approximer une fonction, bien classifier, classer des données, régler un problème d'approximation. Donc on va commencer par choisir bien sûr notre régresseur. Si on suppose qu'on a bien choisi nos données, bien sûr, on en reparlera après dans les considérations pratiques, comment choisir nos données, quelles sont les données, etc. Donc, si on s'imagine qu'on a bien choisi nos données, on va s'imaginer 5000, réellement les données
Interna, on a choisi notre vecteur de répétition phi, on a à peu près choisi notre stratégie. Allez, on va aller pour une couche, pour deux couches, pour trois couches. Bon, je ne parle pas là de deep learning, on va se focaliser juste sur ces trois. Donc, je vais vous dire, il ne faut pas dépasser les trois couches, parce qu'après, on va avoir des problèmes d'apprentissage, on va voir pourquoi. On va tellement, si vous voulez, compliquer l'apprentissage, et compliquer dans la complexité, parce que là, je reviens sur un point, attention, il faut faire la différence entre quelque chose de difficile et quelque chose de complexe. Difficile, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire des équations qui sont difficiles à comprendre, je ne sais pas, l'équation de Schrödinger ou la théorie des cohortes, c'est des équations qui sont énormes, c'est difficile à comprendre. Les réseaux de neurones ou les équations des réseaux de neurones ne sont pas difficiles à comprendre. Bon. Donc la difficulté en fait dans les réseaux de neurones et dans les systèmes de machine learning, la difficulté, c'est la complexité. C'est-à-dire le problème devient complexe. Quand on met une centaine de neurones, chaque neurone n'est pas difficile dans ces équations mathématiques, parce que ça reste les mêmes équations qu'on a vues au chapitre 2 pour les neurones simples, mais mettre 100 neurones en combinaison, ça devient un problème complexe. C'est la même chose que Internet. Mettre deux ordinateurs en réseau n'est pas difficile en soi. En mettre 100, ça reste facile. 1000, etc. Mais puis après, quand on commence à avoir des milliards et des milliards d'ordinateurs connectés, la complexité crée la difficulté. Très bien. Donc une fois qu'on a, allez, on va dire qu'on a cerné le problème et qu'on a défini une topologie pour un perceptron quelconque, avec des nombres de neurones dans chaque couche, il faudra définir, qu'est-ce qui reste à définir? Toujours, c'est-à-dire ce qu'on doit définir, les variables d'un réseau qui sont les points élevés. Il faudra définir ces points élevés. Donc le problème d'apprentissage, c'est toujours la définition des points élevés. D'accord. Le problème de topologie, le problème de recherche de la topologie, c'est un apprentissage, ça peut se faire par apprentissage, mais c'est autre chose. Généralement, c'est empiriquement, c'est par des tests, ou alors on fait un apprentissage global pour l'utilisation d'autres paradigmes de l'IA. Mais ici, on va se focaliser sur l'apprentissage des points élevés dans une topologie qui est déjà spécifiée. D'accord. Pas une topologie recherchée. Si vous voulez, ici, on va modifier les points élevés pour minimiser l'erreur de sortie, mais on ne va pas modifier le nombre de neurones de couche pour minimiser l'erreur de sortie. On ne fera que ça. C'est intéressant. Si on pouvait faire un apprentissage où on changerait, c'est-à-dire et les points élevés et le nombre de couches et le nombre de neurones, ce serait un apprentissage quasi parfait. On toucherait à toutes les modalités du réseau. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche d'apprentissage dans ce sens. Soit on n'a pas on n'a pas encore les règles d'apprentissage qui vont dans ce sens. Bon, je suis sûr qu'il y a déjà qui travaillent sur ça, mais ou alors on n'a pas encore les fonctions techniques. Très bien. Donc je reviens maintenant. Et si on a un réseau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'apprentissage. Parfait. Si vous vous rappelez bien, le théorème ou les limitations de Minsky parcours concernant le perceptron, qui stipule que le perceptron ne pouvait pas régler un problème non linéaire dans ses variables et qu'il fallait donc utiliser un réseau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'apprentissage de réseau. Pourquoi on ne peut pas faire l'apprentissage de réseau? Parce que
zone de couche. Ici, si je mets une erreur, là, si je mets une erreur, bien. Alors là, je mets la sortie désirée D, puis ici, je vais avoir une erreur. Donc si j'ai une erreur ici, il n'y a aucun problème pour vous mettre à jour les alphas. Les alpha I, je peux les mettre à jour. Je peux les mettre à jour en utilisant, puisque là j'ai un seul neurone, je peux les mettre à jour en utilisant la règle du perceptron, c'est-à-dire mu E X, et dans ce cas-là, ça ne va pas être X, ça va être Y. Donc ça c'est une règle d'apprentissage. Ou alors, je peux utiliser la règle delta. La règle delta, qui est la plus utilisée. Bien sûr, là, je spécifier aussi, si possible, avoir aussi, bien sûr. Si je n'ai pas cette non-linéarité, si je n'ai pas cette fonction, je ne peux pas utiliser ma règle delta, qui est quoi? Qui est mu de mu f'. E F' X. X, je m'arrête delta. Parfait. Donc ici, pour les poids et les biais du neurone de sortie, je peux utiliser le delta. Le problème se pose ici. Pour trouver les W1J, W1J, c'est-à-dire les poids et les biais du neurone 1, j'ai les Y1, je vais essayer d'appliquer une de ces deux règles, j'ai ma sortie, j'ai mon Z, j'ai mes entrées, qu'est-ce qui me manque? Quoi? Je n'ai pas d'erreur ici. Et donc, je ne peux pas appliquer cette règle-là, ni celle-là, puisque je n'ai pas d'erreur. Et il est logique que je n'ai pas d'erreur, parce que si on s'attaque à un problème, si vous voulez, selon un apprentissage supervisé, l'erreur qu'on a, l'erreur de sortie désirée qu'on a, en fait, ces sorties désirées là sont des sorties réelles, c'est-à-dire qu'ils concernent la sortie globale du système. Mais on n'a aucune idée des sorties intermédiaires, des sorties intermédiaires de notre système. Faisons le parallèle avec les neurones biologiques. Donc, vous êtes tous une classe de 30. Vous allez apprendre à faire des neurones, vous allez apprendre l'apprentissage, vous allez apprendre la règle la table de multiplication de 5. Facile. Vous allez tous me donner une tâche correcte, j'espère. Maintenant, comment vous avez fait cet apprentissage, c'est-à-dire les sorties ou les impulsions électriques dans votre cerveau pour apprendre cette table, chacun va le faire différemment. Chacun va avoir des sorties intermédiaires, Y1, Y2, qui sont totalement différentes de l'autre. Hein? Même si vous êtes jumeaux, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Donc, en fait, je n'ai pas d'erreur ici. Vous pouvez avoir une sortie Y1, I de 0,5, Y de 0,5, Y1. La somme, ici, c'est la somme numéraire 2. Vous allez avoir ici une sortie de 0,25, 0,75, vous allez avoir une sortie de 2. Donc, c'est fini. Chacun peut avoir des sorties à sa guise. Et donc, on ne peut pas avoir un intermédiaire. Et tout le problème
de l'apprentissage d'un réseau, il est qu'est-ce qui va nous régler le problème, qu'est-ce qui va nous solutionner le problème? C'est la règle de la rétropropagation. Donc l'apprentissage de la rétropropagation du gradient a été finalisé, proposé à la mi des années 80. Et en fait, il nous permet de faire des choses comment en rétropropageant l'erreur de couche. Or, comment cela se fait. Et c'était une avancée spécifique. Même les réseaux de neurones deep learning qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire dans les sur Amazon, sur Facebook, et ben, les dernières couches, les couches de classification, utilisent la rétropropagation du gradient. Ou alors l'une de ces différentes variantes, de ces différentes améliorations. Donc l'apprentissage par rétropropagation du gradient de l'erreur se passe en deux phases alternatives. Dans la première phase, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On présente un exemple à l'autre et on propage les signaux de couche en couche jusqu'à la sortie. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va présenter les entrées et puis on va les propager de couche en couche jusqu'à obtenir une sortie. Faire la différence à la sortie estimée et la sortie désirée pour obtenir les points. Donc ceci est la phase propagation avant. Propagation avant. La phase de propagation avant, elle s'arrête où? Elle commence avec les entrées, et puis elle s'arrête, propageant ses entrées couche par couche. Elle s'arrête où? Elle s'arrête avec l'erreur de sortie. Très bien. Donc une fois qu'on a l'erreur de sortie, on peut alors mettre en évidence dans la seconde phase, qu'est-ce qu'on peut faire? On applique l'algorithme de mise à jour expliqué précédemment, la dernière couche de poids. On peut appliquer l'algorithme, par exemple, de la dernière couche. Puis, on propage les erreurs de sortie à travers cette couche de poids sur l'avant-dernière couche, ce qui permet alors de réitérer l'algorithme en mettant à jour l'avant-dernière couche de poids. Donc, une fois qu'on a cette erreur, on peut appliquer l'une de ces deux règles et l'étape la plus évoluée pour ce qu'on a un neurone. On va les appliquer sur neurones de sortie. Bien sûr, si on a plusieurs neurones de sortie, on va appliquer pour les neurones de sortie, etc. Donc, on applique cette règle et on met à jour les poids du neurone de sortie. Puis, on rétropropage cette erreur, c'est-à-dire ici, on a mis à jour les poids, et on va mettre à jour les poids du neurone de la couche cachée en rétropropageant l'erreur. Ça veut dire qu'on va utiliser des poids qui ont été mis à jour ici, qui vont influencer les poids de ce neurone. Et on va le faire chaque neurone de la couche. Si on a plusieurs etc., jusqu'à modifier les poids et les prix de la première couche. Donc voilà, si vous voulez, la philosophie, comment se passe la rétropropagation du gradient. Donc on va le voir mathématiquement, on va voir comment ça se passe et comment ça se passe pour pouvoir bien sûr être implémenté sous forme algorithmique. Donc on rappelle la règle d'apprentissage delta,
pas écrire comme il fallait. La règle est, le delta W, c'est 2 mu E f' de z, x. X sont les entrées du neurone. Si ce neurone-là est dans la couche de sortie, ces entrées vont être les sorties de la couche. Tout en sachant que chaque couche est totalement connectée à celle-là. Très bien. Donc d'habitude, quand je faisais ce cours-là, pour les masters, pour la version de votre master il y a quelques années, la version de bon, j'avais on le faisait sur deux années. Il y en a un et il y en a deux, et donc je pouvais me permettre d'être plus, de rentrer plus dans les détails. Donc je faisais de consacrer une ou deux séances à prouver ou à dériver, si vous voulez, la règle d'apprentissage par rétropropagation en appliquant les dérivées substitutives et la descente du gradient. Bon. Ici, on ne va pas le faire. On peut vous donner la littérature simple, ou alors sur Internet, aller voir comment la dérivée. Mais ici, je vais vous donner, on va se focaliser sur l'équation finale de la règle, la règle finale de la mise à jour de 3 pour la mise à jour de 3 pour un neurone de sortie et pour les neurones dans les différentes. Donc, je ne vais pas revenir sur la règle delta, qu'on a trouvée dans la section 2.3. Et on va donner les règles de mise à jour. Donc, si J est dans une couche de sortie, J, c'est le neurone J. Si J se trouve dans la couche de sortie, si on est dans cette configuration, si je veux trouver les poids et les billes de cette couche, c'est-à-dire de ce neurone qui est dans la couche de sortie, j'applique directement la règle de delta. Pourquoi? Parce que j'ai les entrées de neurones qui sont les sorties de la couche précédente. J'ai l'erreur, voilà, qui est calculée dans la première phase de l'algorithme. Le mu, et j'ai F'. F' qui est égal à quoi, si vous vous rappelez bien, dans la section 2.7.3, qui est égal, quand on a fait les évaluations de mathématiques, qui est égal à y fois 1 moins y si la fonction est une fonction logarithmique égale, et qui est égal à 1 sur 2, 1 moins y, 1 sur 2, 1 moins y au carré, voilà, 1 moins y au carré, si je me souviens bien, si la fonction est tangente symbolique. Donc, pour ce neurone-là, j'applique l'équation delta comme elle. Je vais obtenir delta W si J est un neurone dans la boucle de sortie, je vais obtenir mu, petit delta J, Y, petit delta J, donc je vais obtenir delta J égale 2 F', c'est J de J. Je vais obtenir mu, 2 mu, F', c'est J, E, J, Y. Je suis la règle delta. Très bien. Le changement se passe. Le changement va se passer dans la couche cachée. Si J est dans une couche cachée, alors on va changer le petit delta J. Le gradient local. Le gradient local est toujours mu petit delta J. Donc c'est 2 mu. F' J, c'est J. F' J,
cette J, je vais garder la dérivée du neurone dans lequel je suis, donc si je veux trouver les W1 J, ce neurone-là, qui est maintenant un neurone dans une cachée, donc j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de pas de problème, F', F' de J, donc F de 1, F I, F 1 de Z1, mais la mise à jour, elle ne dépend pas que de ce neurone. Rappelez-vous, elle dépend de sortie et elle dépend aussi de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire toutes les sorties, parce que cette erreur-là, elle dépend de toutes les sorties combinées, qui sont passées déjà aussi par cette fonction d'activation. Et ici, alors, vous voyez ici, une somme des sorties. Si on a une seule sortie, ça va être une seule KM. Si les nombres, si M c'est les sorties, c'est d'après, donc c'est pas le M du nombre de la couche cachée, non. Donc maintenant, si je me retrouve ici, si j'ai une seule sortie, je vais avoir une seule somme, si j'ai plusieurs sorties, je vais avoir une somme de termes. Ces termes-là vont être quoi? C'est-à-dire elles vont être spécifiques à chaque neurone de sortie, qui vont influencer le neurone sur lequel je suis en train de mettre à jour les poids. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir, dans mon cas, moi, petit delta 2, F', ça ne va pas être ce neurone-là, voilà. Je vais avoir petit F', K, K, EK, WK. Et je m'explique. Donc, pour mettre à jour le poids, ici, je vais avoir de mu F' de ce neurone, fois la somme de toutes les sorties. Bon, si j'en ai qu'une seule, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une somme F' de ce neurone, de la propriété de ce neurone. Si je suis dans le cas de logarithme Y, Y, fois E de K, la sortie. Dans ce cas-là, je mets E, d'accord, fois W, dire le poids, d'accord, qui a été multiplié avec la sortie du neurone en question. Et je dois refaire cette opération pour chaque neurone. Très bien. Donc ici, vous voyez que pour un neurone dans la couche cachée, là, l'erreur de sortie de J a été rétropropagée et prise en compte pour la mise à jour des poids des neurones dans une couche cachée pour lequel on n'a pas d'erreur spécifique.
à l'erreur de sortie qui est rétropropagée et rentre en ligne de compte pour mettre en place. Très bien. Donc, si on a plusieurs sorties, la somme ici continue. Maintenant, ceci, bien sûr, et à la fin, on va le multiplier par les entrées de ce neurone. Donc, dans le cas d'une seule couche cachée, les entrées de ce neurone, ce sont les X. Et ici, je vais retrouver sur les X. Ici, on le définit donc les entrées du neurone J. Si c'est le premier, voilà, si on est dans une seule couche cachée, voilà, c'est le premier, c'est un neurone de la première couche cachée, donc le X. Donc, je vais avoir finalement 2 mu f' J, ZJ, qui est le premier neurone de la couche cachée, de somme, si j'ai une somme, mais dans le cas ici, la somme, donc ça va être, puisque ça va être une seule sortie, fois 2, f' de k, zk, ça veut dire cette sortie, fois E, si on a plusieurs, fois W1 J. Le poids qui est multiplié par la sortie de ce neurone. Hein, le neurone pour lequel on veut trouver la misogynie. Le tout fois l'entrée de ce neurone qui, dans notre cas, sont les c'est assez simple, il faut juste le voir. Maintenant, imaginons qu'on ait 2 couches cachées. C'est-à-dire que là, je suis dans la deuxième couche cachée. Imaginons qu'il y ait avant cette couche, une autre couche ici. Donc là, ça reste bien, ça reste la même chose. Maintenant, si je veux trouver les points leviers du neurone avant ce neurone-là, en fait, la seule différence qu'on va avoir, si le neurone que l'on cherche, le neurone J, est dans la dernière couche cachée, c'est que les entrées ne vont plus être les X et Y, mais ils vont être en fait, les sorties de la couche d'avant. Et les entrées de la couche d'avant vont être les entrées de donc, si on est dans la première couche cachée, en fait, le neurone qui va être ici va avoir des sorties qui vont impacter tous les neurones de la deuxième couche cachée, toutes les sorties de ces neurones-là, et bien sûr, l'erreur. Donc, l'erreur, en fait, elle va être peut-être une fois, puis 2 fois. Et donc, qu'est-ce qui va changer ici? En fait, on va voir de f' de j, somme, là, on va avoir les neurones qui sont sortis de la dernière couche cachée, une somme de m, petit delta k, w, h, fois l'autre somme pour les sorties. Donc là, vous voyez que, à chaque fois qu'on touche, la complexité de la mise à jour des poids de chaque neurone, elle s'accroît d'une manière exponentielle, parce que ça va être une somme de sommes. Donc, somme de sommes, chaque fois qu'on va dire somme de sommes. Et là, vous allez pouvoir le faire pour chaque neurone. Soin de la complexité algorithmique ou le temps de calcul qui en découle.
Très bien. Donc ceci, vous allez trouver des exercices dans la série de TD qui vont éclaircir un peu tout le cheminement et tout le mécanisme de mise à jour de poids dans une configuration sous réseau. Et vous allez voir comment on peut faire la mise à jour des poids dans une couche de sortie. Très bien. Donc maintenant, si on revient à notre exemple du concours exclusif XOR, qu'on ne pouvait pas régler par un problème par seul, donc on avait réglé dans la série dans l'exercice de la série qu'on a fait au cours, on avait réglé d'une manière graphique. C'est-à-dire qu'on avait des lignes séparatrices, et puis on avait donc des poids élevés. Bien. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut le faire graphique. Puis on peut donc ça, on l'a déjà fait. Je vous renvoie aux éléments de réponse qui sont sur la plateforme. Maintenant, on peut le faire d'une manière adaptée. Donc, d'une manière adaptée, la fonction XOR est implémentée sous MATLAB, et la fonction train pour la feuille du réseau de type MLP. Donc, les détails de la sont plus ce qui suit. Donc, vous pouvez le faire en MATLAB si vous voulez. Peu importe. Et c'est juste pour montrer que ça marche. Donc, ici, on a deux entrées. Ça, c'est le réseau le plus simple qu'on puisse avoir, qui est un réseau avec deux neurones dans une seule couche cachée, et puis un linéaire de 2 ans. Un apprentissage de 15 époques avec un bon apprentissage et une initialisation aléatoire des points. Donc, la matrice d'entrée, ça va être quoi? Ça va être 0, classique, et puis pour les et puis pour les sorties T, on va avoir donc 0 à 1. Donc, les performances après 5 époques, on fait 5 époques, on s'arrête. Voilà ce qu'on obtient. On va donner dans notre réseau les entrées successives ou les combinaisons successives. Et puis, on va tester donc, si on teste après 5 époques, on va avoir une sortie T, une test, qui est de 0,2 pour 1,2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que, oui, ça compte pour dire que la sortie est très proche, avec une erreur de 4 de la sortie. Donc, on peut voir que un MLP en une couche cachée contre deux neurones, ou le percepteur seul, il ne peut y pas. Donc, l'apprentissage est après 3 époques. Donc, on voit l'erreur et qu'on parle de 3 époques. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire. On va essayer de voir un petit exemple de comment ça se passe. On aura fini cette partie-là. Donc là, je reviens à une présentation. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver l'auteur de cette présentation, mais vous pouvez le trouver sur Internet. C'est une présentation sur l'apprentissage de propagation du gradient pour cette première. Là, tout ça, c'est bon. Des petits des détails sur comment on a trouvé les équations finales, du passage feed forward et du passage
passage des mises à jour. Là, on va voir à peu près comment se passe la mise à jour. Donc ici, on va voir, on considère un exemple à deux entrées, user, si vous voulez. On a deux entrées, puis on a deux neurones, donc, et puis on a deux sorties. Donc voilà, si on a comme entrée, si on présente au réseau une entrée 0, alors ici, la sortie désirée est mise à 1. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait passer nos entrées, bien sûr avec des poids aléatoires, on fait passer tout ça, on obtient donc des sorties intermédiaires qui sont données ici, 1 et 2, ici on va voir donc on va avoir U1 égale 1 et 2 égale 2, obtenu tout de suite, bien sûr. Puis après, le passage par les fonctions d'activation géologique, donc 2, on va voir ici, qui vont elles-mêmes être multipliées par le deuxième point de ligne, pour enfin obtenir y1 égale 2 et y2 égale 2. Bien sûr, maintenant, on va trouver les erreurs de sortie, puisque les sorties désirées étaient de 0 à 1, 0. Donc, moins 1 et moins 2 qu'on va propager en utilisant pour la couche de sortie, les neurones de sortie, la règle de delta, c'est ça, delta W égale 1, delta Q, voilà, sortie, de sortie. Ici, ce n'est pas la règle delta, c'est la règle de propagation de c'est la règle du verset 35. Et je continue. Donc là, on va mettre un 3. Bien, donc ici, on a mis à jour les 3 de la couche. Et puis, on va essayer, on va aller mettre à jour les 3 de la couche cachée. En utilisant la mise à jour du 3, comme expliqué, avec de la somme, parce que nous avons la somme de 1, 2, 4, 1, 2, multiplié par l'erreur. Et on a le gradient. Et puis, on a mis à jour. On a mis aussi à jour les 3. C'est intéressant. On a aussi mis à jour les biais. Donc, comme expliqué précédemment, la mise à jour des biais ne diffère pas de la mise à jour des poids. C'est pareil, sauf que les biais sont considérés comme des poids avec des entrées égales à 1. C'est tout. Donc, vous pouvez les mettre dans la mise à jour des poids et leur rajouter une entrée qui est égale à 1. Il n'y a aucun problème. Et on va le voir dans la série de biais. Et puis, on peut répéter donc la phase propagation. Encore une fois, puis la phase propagation par air. Très bien. Donc voilà. Donc avec ceci,
on a finalisé, si vous voulez, on a expliqué comment on pouvait adapter en utilisant la règle de la rétroaction afin de minimiser une évolution dans le cas de la superficie. Ici, dans ce cas, au théorème de Sifenko qui dit que un réseau monocouche peut approximer n'importe quel problème linéaire, donc avec la règle de rétropropagation et un réseau assez grand, assez complexe par rapport à la complexité du problème, on peut modéliser le principe. Le problème qui se pose, c'est que plus la complexité du problème s'accroît, plus on aura besoin de neurones et peut-être on aura besoin de plus de couches. Ce qui inclut, ce qui a pour conséquence, une plus grande complexité de la règle de mise à jour pour les neurones et tout ceci devra être répété autant de fois qu'il y a de neurones. Donc vous imaginez, pour un problème d'une dimensionnalité élevée, d'une complexité élevée, les vecteurs de probabilité vont être assez conséquents, le nombre de neurones va être très très élevé, le nombre de couches peut être appelé à croître, et ceci devra être fait, ne l'oublions pas, pour toute la base d'apprentissage. Donc là, l'exemple est simple, puisque c'est un exemple bizarre à deux dimensions, donc on va voir, voilà, 4 points. Et dans un problème réel, on va avoir au minimum, ça veut dire si on veut que notre réseau perceptron multicouche puisse être, c'est-à-dire être entraîné ou avoir un apprentissage qui peut être considéré comme un apprentissage, on ne peut pas se permettre d'avoir moins de quelques milliers d'échantillons. Cette base d'apprentissage, elle va être de quelques milliers d'humains. Et dans le cas de systèmes comme des systèmes de reconnaissance à l'échelle mondiale, utilisés pour Google, Facebook, milliards, millions. Donc, une base d'apprentissage contenant des millions d'euros, pour chaque échantillon, on devra faire l'apprentissage, donc appliquer la règle d'apprentissage pour les neurones de sortie, les neurones de couche cachée, et mettre à jour tous les fois. Chaque échantillon, il y a. Et pas seulement ça. Quand on aura fait pour toute la base d'apprentissage, on aura fait qu'une seule époque. Ça veut dire qu'on aura fait pour une seule époque. Il faudra donc refaire toute l'opération pour au moins quelques centaines, voire quelques milliers d'époques, afin de pouvoir être sûr d'avoir un résultat qui se fait. Donc voilà, la règle de rétropropagation nous permet de faire ça. On se fait assure qu'on peut obtenir ça. La règle de rétropropagation pratiquement nous donne les moyens de mettre à jour les points et les flux pour ça. Mais la base de tout reste les données, le nombre des données, la validité ou la consistance de ces données et l'application de ces règles-là pour toutes les données informatives et nécessaires pour son résultat.
Donc voilà, avoir tous ces moyens ne signifie pas que la solution ou la modélisation, bien que faisable et prouvée faisable, ne soit atteinte. C'est-à-dire qu'on peut facilement obtenir des résultats magnifiques, une situation parfaite, parce qu'on a à notre portée tous les non. Il y a d'autres considérations qu'on va en discuter. Comment aborder un problème, même avec tous les outils qu'on a, ça demeure une approche heuristique qui est basée sur une expérience, une batterie de tests. Et on va voir comment quelques observations, quelques conseils pour pouvoir aborder ou traiter un problème en utilisant les réseaux. Donc très bien, je vous dis au prochain cours, je vous laisse assimiler